Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, encore un nouveau tour de vis. 2,5 millions de personnes qui habitent dans 3 départements, l'Aube, la Nièvre et le Rhône, vont être confinées à partir de demain soir pendant au moins 4 semaines. Certains ne pourront pas partir à plus de 10 km de chez eux pour les vacances de Pâques. Le nouveau visage de l'épidémie. Les patients admis en réanimation sont de plus en plus jeunes. Certains ont à peine 30 ans. Élément d'explication dans quelques minutes. Notre enquête sur ces aliments dont l'apparence est trompeuse. Le poulet label rouge, le poivre, le miel de montagne ne proviennent pas forcément de l'endroit indiqué sur l'étiquette. La disparition d'un très grand réalisateur et d'un amoureux fou du cinéma, Bertrand Tavernier, avait 79 ans. Nous lui rendrons bien sûr hommage dans ce journal. Enfin, nous irons escalader les magnifiques gorges du Blavet dans le Var. Des falaises ocres vertigineuses au-dessus d'une rivière qui apparaît et disparaît au fil des saisons comme par magie. De 16 départements déjà confinés, 7 jours sur 7, nous venons donc de passer à 19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé il y a moins d'une heure que la Nièvre, l'Aube et le Rhône seraient soumis aux mêmes restrictions pour une durée minimale de 4 semaines. Dans le Rhône, cette période de confinement coïncide avec les vacances scolaires qu'il faudra donc passer à la maison. Reportage à Lyon, Yanis Matisse et Michael Clément. Il redoutait ce moment. À l'heure de l'annonce d'Olivier Véran, au bord de la Saône, les Lyonnais accusent le coup et restent partagés. Beaucoup de lassitude et puis la difficulté de ne pas pouvoir faire de projet. Je pense qu'on arrive vraiment au stade où ça devient utile, mais parce que l'épidémie progresse un peu trop vite. C'est dur, c'est très dur. Mais ça va aller après. Dans le Rhône, 1 850 000 habitants vont être confinés à partir de demain soir. Les déplacements seront restreints à un rayon de 10 km. J'aurais bien aimé pouvoir profiter et pouvoir sortir justement, retourner à Bordeaux voir ma famille, partir en week-end avec mes amis, en vacances pour Pâques et de devoir annuler ça et de me retrouver bloquée dans mon tout petit appartement d'étudiante, c'est assez angoissant en fait. Des restrictions valables 4 semaines minimum. Les vacances scolaires qui débutent dans 15 jours se passeront donc à la maison et avec inquiétude. On commençait d'envisager avec nos petits-enfants d'aller à la campagne, à 300 km d'ici. Donc ça risque d'être pas possible et c'est embêtant pour tout le monde. Ça va être un peu triste de rester à la maison, on devait partir en congé à la mer et puis voilà, on va rester probablement à Lyon. J'ai 2 enfants donc on va s'ennuyer mais on va essayer de profiter du parc. Vous avez tous envie de soleil, certains veulent prendre le risque coûte que coûte. C'est les vacances et qu'on a envie un petit peu de changer d'air. Les vacances valent l'amende. Karine Cilia vient d'acheter 300 000 € de vêtements. La nouvelle d'un 3e confinement est difficile à accepter pour les commerçants, déjà en difficulté. Nous on est dépités parce qu'on a reçu toute la collection balnéaire, qui va faire très beau comme l'année dernière, et que ça va rester tout pendu sur des cintres. On fait beaucoup d'efforts, moi je fais tout ce que je peux, mais là franchement j'en ai ras-le-bol, je suis complètement exaspérée, j'en peux plus de cette situation en fait. Le moral des habitants comme des commerçants que nous avons rencontrés n'a jamais été aussi bas. Autre département confiné, à partir de demain soir, minuit, la Nièvre. Le taux d'incidence y est de 336 pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte, vous le savez, est de 250. Quelles conséquences aura ce confinement sur l'économie de ce département rural et en particulier sur les petits commerces déjà fragilisés? Reportage près de Nevers, Charlotte Gerbelot et Héloïse Lévesque. Ils s'y attendaient. Les habitants de la Nièvre se préparent à être reconfinés. C'est embêtant parce que on ne peut pas se déplacer. Moi, par exemple, je ne peux pas aller voir ma famille récemment. Je ne peux pas aller la voir bientôt. Donc. Je ne pensais pas qu'une petite ville comme La Charité ou Nevers, qu'on soit débordé comme ça. Franchement, on était surpris. Un confinement expliqué par la hausse des contaminations et le manque de place à l'hôpital dans ce département rural. À La Charité-sur-Loire, 5000 habitants, la moitié des commerces vont baisser le rideau. Une décision qui surprend. C'est, on va dire, catastrophique parce que, moi j'ai ma collection de printemps qui vient de rentrer. Elle est là depuis un mois, les beaux jours arrivent. Nous, on estime qu'on n'a pas plus de risques et on a plutôt même moins de risques dans nos boutiques, dans nos petites boutiques, en petite ruralité. Cette gérante estime que son magasin de jouets pourrait rester ouvert. Je pense qu'il est essentiel de garder une activité pour les enfants, de continuer dans cette ambiance morose. On est dit non essentiel, mais moi dans ma tête, je ne le suis pas. Autre inquiétude, le tourisme vital dans cette région.
Nous sommes une ville dont l'attractivité dépend notamment beaucoup de la présence de nombreuses personnes. Effectivement, la crainte, c'est que ces gens-là ne viennent pas sur cette période à venir. Une crainte partagée par ce commerçant à Nevers. Il a déjà perdu 20% de son chiffre d'affaires cette année. On a loupé une partie de l'automne, donc maintenant le printemps, oui, c'est là que le chiffre se fait automatiquement. Donc c'est très important pour continuer l'alimenter à trésorerie. Selon les soignants, cette décision était nécessaire. Les services de réanimation sont presque tous saturés dans la Nièvre. En plus de ces 19 départements confinés 7 jours sur 7, Olivier Véran vient de placer 16 autres départements que vous voyez apparaître en orange sur cette carte en vigilance renforcée, ce qui signifie qu'ils pourraient à terme être soumis eux aussi à des restrictions identiques. Face à la progression de l'épidémie, l'exécutif a donc choisi la fermeté. Désormais, les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur seront réellement interdits partout en France. C'était déjà le cas théoriquement depuis plusieurs mois. Ils pourront être sanctionnés par une amende. Comme toute règle, celle-ci connaît des exceptions. Quelles sont-elles? Explication très claire de Lise Romboudou, Esther Lefebvre et Victoria David. Aujourd'hui, la règle, c'est chacun chez soi ou alors dehors. Dehors, oui, mais pas plus de 6. Je pense que c'est une chose qui est nécessaire, mais qui devient de plus en plus compliquée, notamment pour les jeunes qui en ont marre. Mais le message n'est pas encore bien passé. Le parc du Luxembourg, cet après-midi, pique-nique à 10 pour ce groupe d'étudiants. On est en plein air, on a quelques distances, on ne pense pas qu'on risque grand-chose. Après, peut-être qu'on aurait dû se séparer en plusieurs groupes, mais on n'a pas anticipé ça, on est venu là pas naturellement. Désormais, si vous vous regroupez à plus de 6 dans un jardin ou sur une place publique, vous risquez une amende de 135 €. La règle existait déjà dans un décret d'octobre 2020 pour le deuxième confinement. Mais le gouvernement prévient qu'elle sera maintenant appliquée strictement partout en France, que vous soyez dans un département confiné ou non. Comme ici à Saint-Jean-de-Luz cet après-midi. Il fait beau, on profite du soleil, de la mer, mais pour la règle des 6, les avis sont partagés. Pour en sortir le plus vite possible, il faudra bien qu'on respecte. Donc pas de barbecue à 10 ou 15 ce week-end Barbecue, oui. 10 ou 15, certainement pas, non. Est-ce qu'on arrivera vraiment à respecter l'été arrivant, les beaux jours, être à l'extérieur, les familles grandes, les amis nombreux? Ce à quoi le maire répond: si les gens s'entêtent à rester groupés, il y aura de la verbalisation. Mais le but, c'est d'en faire le moins possible. Tout le monde n'est peut-être pas encore au courant, donc il faut communiquer et faire passer le message. Il y a bien sûr des exceptions à cette règle des 6. Les sorties des familles nombreuses, le sport en extérieur quand il est encadré, par exemple un entraînement de foot, les manifestations autorisées et les enterrements. Mais reste un point d'incertitude. Que se passe-t-il si vous êtes 6 d'une même famille dehors, avec 2 grands-parents ou avec des enfants en très bas âge? Pas de réponse très claire au ministère de l'Intérieur, si ce n'est qu'il est demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de discernement. L'accélération de l'épidémie pèse aussi sur les 12 millions d'élèves de la maternelle à la terminale. Après la détection d'un ou plusieurs cas, les fermetures d'écoles se multiplient. 105 sont fermées à ce jour. La vaccination des enseignants prévue à partir de mi-avril doit-elle être avancée? Quelles mesures faudrait-il mettre en place concrètement pour empêcher ces fermetures? Julien Roux et Didier Pireschi. Dans cette école, depuis lundi, tous les parents d'élèves doivent récupérer leurs enfants à l'heure du déjeuner. La cantine est fermée à cause du Covid. La mairie compte 40% d'agents en arrêt maladie. C'est très compliqué parce que moi je travaille, mon époux travaille. Je suis sa tata, donc je viens le chercher, j'aide les parents parce que je suis à la retraite. Dans cette autre école, 5 classes de maternelle sur 10 sont fermées. Et selon le protocole en vigueur, tous les enfants peuvent être accueillis dans l'établissement. Ça m'inquiète. Chaque jour, on attend toujours s'il y a un cas contact. On aurait peut-être aimé quelque chose d'un peu plus ferme et définitif. Le nombre de contaminations chez les moins de 20 ans a été multiplié par 4 depuis le début de l'année. Mais cette courbe suit la tendance globale de l'épidémie, quel que soit l'âge. Alors, faut-il envisager de fermer les écoles? Ce soir, le gouvernement exclut cette piste, qui serait une décision de dernier recours, selon le ministre de la Santé. Si on ferme les écoles et qu'on laisse les enfants continuer à vivre leur vie, ils vont croiser moins de gens. Et donc ça réduira un peu la circulation du virus. Mais il faudrait surtout dépister massivement. Les 300 000 tests salivaires réalisés chaque semaine dans les écoles ne suffisent pas. Il faut dépister en même temps les enfants des écoles, leurs parents, les gens avec qui leurs parents travaillent. Objectif,
casser plus rapidement les chaînes de transmission du virus. Autre piste pour freiner l'épidémie, avancer les vacances de 15 jours en Île-de-France. Ça me paraît être une bonne idée si ça permet justement de limiter la propagation. Moi je vois, pour mon travail, avoir un enfant à la maison, c'est pas possible. Augmenter les cours à distance, avec un dédoublement des classes, comme dans les lycées, serait envisageable au collège, mais difficilement applicable à l'école primaire. Il faut que ça soit anticipé et préparé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre en place d'un jour sur l'autre parce qu'on a des élèves qui ne sont pas aussi autonomes qu'au lycée ou au collège. Avant toute nouvelle restriction, le gouvernement va étudier comment renforcer le protocole sanitaire dans les établissements et les cantines scolaires. Deux tendances inquiètent particulièrement les autorités sanitaires. Tout d'abord, la hausse très rapide du nombre de malades en réanimation. 4 709 patients atteints du Covid sont actuellement soignés dans ces services. Nous ne sommes plus très loin du record enregistré lors de la deuxième vague en novembre dernier. Autre sujet d'inquiétude, les malades sont bien plus jeunes qu'auparavant. Y a-t-il une explication? Jean-Marie Bagayoko et Romain Gouachon. Des services de réanimation au bord de la rupture et des patients dont le profil aurait changé selon ce médecin réanimateur. En 2 mois, la moyenne d'âge des patients en réanimation a baissé de 10 ans. Ce chiffre est-il réel? Nous l'avons vérifié. D'après Santé publique France, l'âge moyen des patients en réanimation a rajeuni, mais pas de 10 ans. En avril 2020, il était de 71 ans. 7 mois plus tard, lors de la deuxième vague, les patients avaient en moyenne 68 ans. Aujourd'hui, cet âge moyen est tombé à 65 ans. Et si on regarde dans le détail, les plus de 60 ans représentent plus de 60% des personnes en réanimation. Mais cette part baisse depuis un an, contrairement aux 20-39 ans qui représentent désormais près de 25% des personnes en réanimation. Ce médecin réanimateur y voit l'effet du variant anglais, plus contagieux et plus virulent. On a des patients qui sont plus jeunes, 40 à 60 ans, qui n'ont pas forcément les comorbidités qui étaient décrites lors des 2 premières vagues, les comorbidités qu'on connaît bien maintenant, l'hypertension, le surpoids, le diabète. Résultat, la saturation menace les hôpitaux, notamment ceux d'Île-de-France, où les autorités sanitaires ont lancé une alerte. 1350 malades en soins critiques, c'est déjà 250 de plus qu'en deuxième vague. Alors ce chiffre est-il exact ? D'après Santé publique France, 1386 patients occupent actuellement un lit de réanimation en Île-de-France, soit 248 patients supplémentaires par rapport au pic de la deuxième vague. Mais attention, on est encore loin des chiffres d'avril 2020. Quant au plus fort de l'épidémie, 2668 patients occupaient un lit de réanimation. Ces patients, plus jeunes, arrivent souvent dans un état critique et restent en moyenne plus longtemps en réanimation. Concernant la vaccination à présent, à ce jour, plus de 7 millions de personnes ont reçu une première dose, 2,5 millions ont reçu 2 doses. Vous le savez, la priorité est accordée aux personnes de plus de 75 ans ou aux plus de 50 ans présentant ce qu'on appelle des comorbidités. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est possible de se faire vacciner le plus légalement du monde sans appartenir à l'une de ces catégories en profitant d'annulations de rendez-vous à la dernière minute. Le but affiché par les autorités est de ne gâcher aucune dose de vaccin. Explication Éléonore Paillereau et Delphine Sidbon. Vacciné. Pierre est ravi. À 59 ans, en bonne santé, il a pu recevoir sa première dose grâce à un désistement de dernière minute. Un coup de téléphone, des doses de vaccin qui restent, un créneau possible et bien voilà, entre 21h hier et 13h aujourd'hui, l'affaire est faite. Cet enseignant ne fait pas partie du public prioritaire à la vaccination. Pour remplir tous ces créneaux, sa généraliste a décidé d'élargir les critères. Sur 12 doses reçues cette semaine, 5 seront injectées à des patients considérés comme non éligibles. Je ne gâcherai aucune dose. Ça, c'est un défi même personnel que je me suis mis. Et donc, j'appellerai n'importe quel patient vraiment pour avoir une dose s'il m'en reste. Et c'est tout à fait légal. La consigne du gouvernement est de ne surtout pas jeter de doses. Alors dans cette pharmacie, à la moindre annulation, on appelle des patients du quartier. Une place s'est libérée, donc c'est à vous que j'ai proposé de vous faire vacciner. 150 personnes de tout âge se sont inscrites sur sa liste d'attente. Certains ont pu bénéficier d'une injection inattendue. Pour moi, ils étaient prioritaires. Je les connais, c'est des gens à 65 ans, donc j'ai fait des heureux. Ils étaient très contents. Ne surtout pas gâcher les flacons. On applique cette règle aussi dans les centres de vaccination. Il te reste 2 doses là-bas 2 et 2, 4. Bon, on est bon pour ce soir.
En fin de journée, il reste souvent quelques doses qui n'ont pas trouvé preneur. Alors ces infirmières appellent des candidats qui n'avaient pas pu obtenir de rendez-vous. 2 personnes ne sont pas venues là à 16h. On a appelé 2 autres personnes pour remplacer très rapidement, pour utiliser les doses qui sont déjà faites. Des nouveaux vaccinés qui s'estiment chanceux et des soignants soulagés de vider chaque flacon jusqu'à la dernière goutte. Également dans l'actualité de ce jeudi, cette mobilisation de centaines d'agriculteurs, la plupart juchés sur leurs tracteurs dans les rues de Clermont-Ferrand. Ils dénoncent notamment la loi Egalim qui était censée, vous vous en rappelez, censée leur assurer un revenu décent. Ils réclament une juste rémunération pour leur production, le lait, la viande. Le prix auquel ils doivent le vendre aux grandes surfaces ne leur permet pas de vivre décemment. Erwan Brem et Christophe Brousseau ont recueilli les témoignages d'éleveurs bovins en Dordogne. D'ici la semaine prochaine, on va commencer à sortir les animaux. Comment survivre quand on est éleveur en filière traditionnelle? Cette question, Nicolas Lagarde se la pose tous les jours. Par rapport à nos prix de vente qui sont assez bas, eh bien, on essaie de tirer au maximum nos coûts à la baisse. Mais bon, il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger, quoi. Ça, c'est les ventes de l'exploitation. Et ça, c'est les factures. 40 000 € de charges en plus sur une année. Et le prix de la viande qui ne bouge pas. On a des prix de vente aujourd'hui qui sont à peu près les mêmes que ce que vendaient mes grands-parents il y a peut-être 30 ou 40 ans. Déjà faibles, les revenus pourraient encore baisser. Les aides de la politique agricole commune pour les éleveurs de vaches à viande devraient diminuer au profit d'autres catégories d'agriculteurs. On serait impacté entre 40 et 60% sur ces aides-là. Donc le calcul il est vite fait. Si vous prenez 50%, ça fait 9 000 € de moins qui va nous impacter directement sur notre revenu, quoi. Si aujourd'hui je n'ai pas mon épouse avec moi, pour vivre ça devient compliqué. Des élevages fragiles, malgré la loi Egalim censée garantir les prix d'achat aux agriculteurs. 2 ans après son adoption, elle ne semble pas avoir changé leur quotidien. Pour Florent, éleveur laitier, elle n'est tout simplement pas appliquée. Il a l'impression d'être la variable d'ajustement. Ce qu'on demande, ce n'est pas que le consommateur paye plus. Ce qu'on demande, c'est que la marge qui est faite entre nous et le consommateur soit réduite un tout petit peu. Pour s'en sortir, Florent a développé sa propre transformation, mais la majorité de son lait est vendue et reste pour le moment très sensible à la guerre des prix agricoles. Les députés ont adopté aujourd'hui une proposition de loi qui interdit la vente de protoxyde d'azote aux mineurs. Le texte était très attendu par de nombreux parents et par les forces de l'ordre, car ce gaz hilarant fait des ravages chez les jeunes qui l'inhalent en le détournant de son usage. Regardez cette enquête réalisée dans le Nord par Cédric Peyot, Tanguy-Jouard et Gauthier Delobette. 15h, nous patrouillons avec la police municipale de Wattrelos à la recherche de consommateurs de protoxyde d'azote. Vous voyez, on a un exemple typique là, de jeunes. Ils utilisent les cartouches, mais la difficulté, c'est comme c'est petit, ça se dissimule facilement. Des capsules grises qui servent habituellement à recharger les siphons à crème chantilly, mais leur usage est détourné en gaz hilarant consommé à l'aide de ballons. Et malgré un arrêté municipal pris il y a 1 an et demi pour interdire la vente de ces capsules dans la commune, on réalise ici des saisies records. Il y en a à peu près une dizaine. C'est le chiffre moyen à peu près sur les différents lieux où on en trouve, sachant qu'on a eu une fois en un seul ramassage 250 cartouches. C'est le record ? C'est le record. En plus des capsules grises, les agents ramassent de plus en plus des bonbonnes d'1 litre, comme celle-ci. Certainement au niveau prix et une plus longue consommation. Mais où peut-on en trouver? Pas bien loin, il suffit de faire 3 km dans Roubaix. Ici, les capsules sont en vente libre dans les rayons des épiceries et des supérettes. Certaines boutiques vont plus loin et font même de la publicité pour un usage détourné, affichés jusque sur leur vitrine ou leur compte Snapchat, avec notamment ces ballons pour inhaler. Nous avons tenté de joindre le gérant, sans succès. Que peuvent donc faire les autorités face à ce phénomène? Pour tenter de lutter, beaucoup ont décidé de faire de la prévention. Notamment avec la réalisation de 2 vidéos. Nous avons organisé des conférences, notamment en réunissant 270 délégués de collèges et de lycées pour les sensibiliser aux risques. Mais malgré l'interdiction et certaines campagnes de prévention, le protoxyde d'azote détourné en gaz hilarant reste un fléau dans certaines communes du Nord. Heureusement qu'il y a eu aussi toutes les mesures de confinement, de couvre-feu. On en a beaucoup moins ces derniers mois. Mais 5000 en 18 mois, cela prouve que, après mon arrêté, cela prouve que cela reste
un danger et que nous devons continuer à être vigilants. Car le gaz hilarant, très addictif, est désormais la troisième drogue la plus consommée par des individus de plus en plus jeunes. Ces dernières années aussi, le nombre de cas graves liés à une consommation excessive aurait même triplé. Comment rouvrir le canal de Suez? C'est la question que se posent depuis 2 jours les armateurs, les experts en sécurité maritime et que s'opposeront bientôt les consommateurs, y compris en France. L'un des plus grands porte-conteneurs du monde est bloqué au milieu du canal. Les répercussions économiques ne se sont pas fait attendre. C'est en effet par cet axe vital que transite 10% du trafic maritime mondial. Thibaut Malandrin et Lise Ramboudoul. Pour sortir le monstre des mers de la terre dans laquelle il s'est échoué, les moyens semblent dérisoires. Pelleteuses, remorqueurs, les experts parlent d'une opération qui pourrait durer quelques jours, voire quelques semaines. Depuis 2 jours, l'Ever Given, exploité par l'entreprise Evergreen, bloque le passage sur le canal de Suez, après s'être mise en travers pour une raison encore inconnue. 400 mètres, 220 000 tonnes, c'est l'un des plus gros porte-conteneurs au monde, plus long que la hauteur de la Tour Eiffel ou que le porte-avions Charles de Gaulle. Résultat, sur cette voie maritime entre Asie et Europe, qui voit normalement passer près de 10% du commerce maritime international, plus aucun bateau ne navigue. On les voit ici en jaune. Le canal évite pourtant de contourner l'Afrique par l'ouest pour rejoindre la Méditerranée et l'Europe. Autant de pétrole et de marchandises bloquées pour une durée indéterminée, les importations françaises sont également concernées. Dans ces conteneurs, il y a quoi? Il y a tous les produits manufacturés qui sont produits en Chine, qui arrivent en Europe. Alors c'est de la micro-informatique, c'est de l'électroménager, c'est de la nourriture, des masques par exemple, les masques qu'on utilise aujourd'hui pendant la pandémie. Au début, il n'y en avait pas assez, ils venaient par avion, aujourd'hui ils viennent par bateau. Donc on est très très dépendant de ces lignes de circulation. Une fois l'Ever Given renfloué, il faudra patienter avant que tous ces navires n'arrivent à bon port. C'est comme une bouteille de ketchup. Vous attendez et tout arrive en même temps. Les navires qui étaient en attente dans le canal et ceux qui viennent d'ailleurs et qui rejoignent eux aussi les ports européens. Donc, plus cela dure, plus le risque de voir des problèmes de congestion massif est élevé. Pour alléger l'Ever Given et faciliter ainsi son renflouement, le propriétaire japonais du navire n'exclut pas de décharger un à un les conteneurs au moyen de grues. Revenons en France avec cette hausse spectaculaire qui vous concerne. En 2021, les Français dépenseront en moyenne 880 € pour leur mutuelle santé. C'est 4,3% de plus que l'an dernier. Une hausse qui étonne car à cause de la crise sanitaire, les mutuelles ont remboursé beaucoup moins de frais médicaux liés à des interventions chirurgicales qui elles-mêmes ont été annulées. Regardez les explications d'Armel Hanou et de Lionel Audibert. À entendre les Français que nous avons croisés, leur complémentaire santé est resté dans les clous. C'est très raisonnable, c'est presque rien. De l'ordre de 2-3% environ. Près de 4,5% de hausse, alors que mutuelles et assurances ont économisé 2 milliards d'euros l'an dernier en soins reportés ou annulés. Nous avons voulu demander des explications à leur fédération. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... En vain. Autre enseignement, ce n'est pas un scoop, mais les chiffres donnent le tournis. Au fil de votre vie, votre mutuelle va tripler. 424 € par an pour les 18-25 ans, 1257 pour les seniors. L'âge, le critère qui a le plus d'impact sur le prix de la complémentaire. Je l'ai vu en prenant une mutuelle pour mes parents et une mutuelle pour moi. Après 70 ans, je peux vous dire que c'est beaucoup plus cher. Parce qu'on prend des couvertures plus larges. On paierait peut-être plus dans les grandes villes qu'en province. C'est plus inattendu, mais les tarifs varient d'une région à l'autre. Plus de 900 € dans les Hauts-de-France, 784 en Bretagne. Vous avez des régions où les déserts médicaux peuvent expliquer ce niveau de prime qui est plus faible, parce qu'en plus, vous avez moins de professionnels qui font des dépassements d'honoraires, ce qui est beaucoup plus courant en Île-de-France, par exemple. Quelle que soit votre région ou votre âge, depuis décembre dernier, vous pouvez changer de mutuelle à tout moment. Bonsoir mon cher François Langlais. Bonsoir Gilles. Il faut que vous nous aidiez à comprendre. On taxe les mutuelles et à la fin des fins, c'est le tarif de mon assurance santé qui augmente. On m'avait vraiment affirmé ourbi et torbi le contraire, à savoir que mon assurance n'augmenterait pas. C'est vrai, le gouvernement voulait frapper les mutuelles au portefeuille et ce sont les assurés qui l'atteignent. Il y a une sorte de naïveté à penser qu'en taxant tel ou tel secteur comme celui des mutuelles santé, il n'y a que lui qui va payer. Parce que les entreprises parviennent toujours à refacturer cette charge aux clients
en augmentant leurs prix. Cet envolée des primes d'assurance santé est en réalité la première facture de la crise sanitaire, qui passe de main en main. L'État, pour financer ses dépenses exceptionnelles, facture les mutuelles, qui facturent l'assuré. Quoi qu'il en coûte, vous vous en souvenez, c'est ce que disait Emmanuel Macron pour montrer sa détermination à lutter contre l'épidémie. L'expression juste aurait été plutôt « quoi qu'il vous en coûte ». Ce tour de passe-passe va se reproduire avec le projet de taxe carbone aux frontières. L'objectif affiché, c'est de frapper les Chinois et les produits qu'ils nous vendent, les voitures, les ordinateurs, les vélos, qui ne respectent pas les normes environnementales. La réalité, c'est que le consommateur européen va les payer plus cher. Quand on taxe une vache, ce n'est pas elle qui paye, c'est le mangeur de viande. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le mot « vous » qui manquait. Merci beaucoup François. Depuis un an, on ne voit plus que le soir venu pédaler dans les rues des grandes villes ou jucher sur leur scooter. Les livreurs Uber, Deliveroo ou Just Eat se battent depuis plusieurs années pour obtenir un statut moins précaire. Ils pourraient bientôt avoir gain de cause. Ces derniers mois, plusieurs pays européens ont requalifié leur statut de travailleurs indépendants. Est-ce la fin de ce qu'on appelle le modèle Uber ? Fabien Chadeau et Sébastien Maloiseau. Son histoire ressemble à celle de ces nombreux chauffeurs qui se sont lancés avec le développement des applications de réservation. Pour cet homme qui ne veut pas être reconnu par les plateformes pour lesquelles il travaille, conduire une berline comme celle-ci était un rêve. C'est l'image d'une ascension sociale, ça montre qu'on peut réussir. Et les 2 premières années, tout lui réussit. Il est son propre patron et gagne correctement sa vie. Mais très vite, de plus en plus de chauffeurs se connectent aux plateformes, la concurrence est rude et les prix baissent. Le rêve vire au cauchemar. Aujourd'hui, il travaille près de 15 heures par jour pour un revenu divisé par 2. J'arrive à dégager un salaire qui tourne autour de 800 € par mois. Je commence le matin, on va dire à 6 h du matin. Et je rentre chez moi, il est 23 h minuit. C'est insoutenable, mais j'ai pas le choix. Des conditions de travail précaires qui ont poussé certains chauffeurs à saisir la justice. Ils voulaient être considérés comme des salariés de ces plateformes et non comme des travailleurs indépendants. C'est ce qui s'est passé en Espagne, en Grande-Bretagne et en France, où ils ont obtenu plus de droits sociaux. Uber, par exemple, réfléchit aujourd'hui à la mise en place d'un tarif minimum garanti. Ce sont des choses qu'on a déjà mises sur la table dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, par exemple en Grande-Bretagne. C'est des choses qu'on a faites, qu'on est tout à fait prêt à mettre sur la table. Le but, c'est d'améliorer les conditions du chauffeur. Donc il restera à voir comment effectivement on pourra absorber les coûts. La plateforme assure qu'elle ne le répercutera pas sur le prix facturé aux clients. Certaines enseignes, qui passent aussi par les applications, dans la livraison par exemple, ont fait un choix radicalement différent. Bonjour. Elles embauchent leurs livreurs en CDI. Je viens récupérer une commande. Yannick a signé le sien en novembre, après avoir travaillé pendant des années pour les plateformes. Il voit la différence. Merci beaucoup. Oui, comme d'hab. Merci. Vous aussi, au revoir. Moins stressant, beaucoup moins stressant. Ça peut arriver qu'on peut attendre 20 minutes, un quart d'heure, le temps que la commande se prépare. Et dans ce quart d'heure-là, je ne serais pas payé si j'avais été chez Uber ou Deliveroo. Alors que là, je suis payé. Et mieux payé, il touche 1 300 € net au lieu de 1 000 lorsqu'il était auto-entrepreneur. Congés payés, couverture sociale, l'employeur lui fournit également l'équipement. Au total, 4 500 embauches sont prévues cette année. C'est comme une sorte d'investissement marketing, si vous voulez, pour pouvoir augmenter la qualité de notre service. Nous, ça nous paraît être quelque chose de vertueux qui devrait, on l'espère, et séduire des nouveaux restaurateurs et séduire des nouveaux clients. Entre salariat et statut d'indépendant, ces livreurs expérimentent une 3e voie. Tous auto-entrepreneurs, ils concurrencent les plateformes. Ils ont convaincu des restaurateurs d'Amiens de leur confier leur livraison. Ils sont rémunérés 15 € de l'heure, quel que soit le nombre de courses. Si je veux avoir un jour de repos, je peux. Et si je veux bosser 12 heures dans la journée, je peux aussi. Ça change la vie de pouvoir faire ce que tu veux et quand même toucher un revenu suffisant pour vivre. Pour mieux payer ses livreurs, la plateforme baisse ses marges. Un modèle qui fait des émules. À Clermont-Ferrand, Nantes ou encore Strasbourg, des initiatives similaires se sont lancées récemment. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. Ces commerces étaient un peu délaissés ces dernières années, mais les confinements successifs vont peut-être les sauver. Les merceries font de la résistance. Les Français se sont mis, ou plutôt remis à la couture. Tout a commencé lorsqu'il a fallu confectionner soi-même des masques en tissu à la maison. Et puis de fil en aiguille, si l'on ose dire, des millions d'entre vous ont repris goût à cette activité. C'est le grand format taille patron de ce 20h signé de nos doigts d'or, Marion Fiat et Thierry Chartier.
T'as envie de te mettre à la couture, mais tu sais pas par où commencer. Pour cela, Internet regorge de tutos. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Parce que je suis pas quelqu'un de patient. Et en fait, ça me permet de me poser. On peut apprendre à confectionner une pochette pour tablette ou un t-shirt grâce à cette vidéo visionnée plus de 6 millions de fois. C'est un plaisir, c'est comme une activité. Je me fais un cadeau même en faisant des cadeaux aux autres. Avec le confinement, beaucoup se sont mis au fil et aux aiguilles. Même Georges Clooney a confié avoir profité de cette période pour coudre des vêtements pour ses enfants et repriser les robes de sa femme. C'est parti, j'y vais. Alors, étant donné que vous avez un tissu qui est... Estelle est enseignante. Elle s'est lancée dans la couture un peu par hasard, puis elle a commencé à réaliser des vidéos explicatives sur Instagram. Aujourd'hui, elle est dans le top 3 des couturières avec 35 000 abonnés. Piquée par son succès, elle s'est laissée prendre au jeu. Donc on y va tout doucement, en prenant son temps. C'est un réel plaisir. C'est une bouffée d'oxygène. Dès que j'ai fini de travailler, je cours à la maison pour pouvoir coudre. Pendant le confinement, j'ai fait pas mal de live, donc pour aider les personnes à se mettre à la couture et on va dire à désacraliser la couture finalement. Quelques heures de travail et la jupe plissée est terminée. Assortie à une veste et une pochette cousue main, c'est très tendance. Fini donc l'image poussiéreuse de cette si belle machine à coudre. Les magasins spécialisés attirent de nouveaux adeptes depuis quelques mois et tous ont une bonne raison de venir ici. Écoutez, je vais essayer de faire une tête de lit. Donc j'ai mis un tuto sur internet et on va tester. Parce que j'ai dans le projet de faire un tablier de cuisine. Voilà. Là j'ai envie de refaire mes rideaux moi-même, j'ai pas envie d'acheter tout fait. Dans ce magasin, les ventes de machines à coudre ont doublé en 2020. Preuve que les Français se sont pris de passion pour cette occupation. Et ici, les prix commencent à 139 €, mais ça va jusqu'à 1299 €. Ce qui va faire la différence de prix, en fait, ça va être à la fois le nombre de points proposés, le nombre de réglages possibles, la robustesse également, la motorisation et les accessoires fournis avec. Quel est votre best-seller en fait? Peut-être celle-ci. On est sur une gamme qui est à la fois premium, donc bien robuste et de très bonne qualité, et en même temps elle est très simple d'utilisation. De nouveaux clients qui ont permis de sauver ces petits commerces que sont les merceries. On en comptait 6 000 dans les années 80. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 2 000 en France. Ici, on compte 19 000 références, du fil, des rubans, des boutons aux allures de bonbons. Cette mercerie fantaisie a profité de cette période pour mettre en ligne ses produits et se lancer dans la vente à distance. Le site existait déjà, mais oui, le confinement a fait qu'on a mis davantage de choses pour que les gens aient un choix plus vaste en fait. De voir que les gens étaient présents, passaient des commandes, ça a été très positif et après ça a perduré en fait. Donc ça nous a rassurés aussi pour l'avenir de la boutique. Ouais. La boutique qui accueille également une clientèle en quête de consommation durable et responsable comme Isabeau. Pour elle, la couture est surtout une élégante façon de recycler. C'est un petit haut, donc ça c'est l'arrière, donc avec aussi un col en U à l'arrière, ce qu'on fait aussi pas mal. Et puis c'est un tissu d'ameublement, mais qui a été récupéré dans une vieille armoire. Une tendance aussi chez les plus jeunes. Sixtine n'a que 13 ans. Après avoir cousu des dizaines de masques, elle s'est lancée dans la création de sa propre garde-robe. Un headband pour un mariage, un short de pyjama. C'est mon pantalon. Il y a un sentiment de fierté quand je fais ça parce que quand je le dis à mes amis, elles me font oh, « il est trop joli ton pantalon » ou des trucs comme ça. Alors qu'il peut... Et puis dernier avantage, la couture permet de s'évader, de se détendre et de décompresser grâce au doux ronronnement de la machine. Savez-vous vraiment ce que contiennent les aliments que vous achetez? Le poulet label rouge, par exemple, a-t-il été élevé selon les normes en vigueur? Le poivre ne contient-il vraiment que du poivre? Une enquête réalisée par l'association Foodwatch révèle que les fraudes, les tricheries ou les petits arrangements qui anoblissent les produits alimentaires sont très courants. Tiffaine Leproux et Irina Fourny. Poivre, huile d'olive, miel, des produits que vous consommez tous les jours. Et ce sont ceux sur lesquels la fraude est la plus fréquente. Vous l'avez déjà expérimenté. Je sais que la plupart des poivres sont des faux poivres, pas des vrais poivres. On m'a dit que le miel était coupé avec du sucre, en partie. Et oui, rien de plus simple en effet. Et dans certains pots, c'est même la moitié qui est composée de sucre. Quant au poivre, comment s'y prennent-ils?
Dans ce cas, ils les mélangent avec des grains de sable. Ça doit se sentir quand ça croustille un peu sous la dent, mais... Et dans l'huile d'olive, que mettent-ils? De l'huile d'olive, j'espère. Dans certaines, pas une goutte du précieux fruit, mais plutôt de la chlorophylle, ajoutée à une huile végétale bon marché pour lui donner la couleur verte. D'accord. Ah oui, ça je ne savais pas. Oui, là quand même c'est grave, ouais. Si cette technique est la plus utilisée, c'est parce qu'elle est la plus complexe à repérer pour la répression des fraudes. Et si l'on vous disait à présent que même les labels peuvent être truqués, c'est la tromperie la plus facile pour les fraudeurs. Ça peut être parfois des vraies entreprises qui impriment à la chaîne des fausses étiquettes. Ça peut être comme ça, vraiment, il y a un vrai business. Ça peut être un petit producteur local qui a envie de tricher. Ça peut être des grands réseaux criminels organisés transfrontaliers. Une fraude assez répandue. Par exemple, sur les volailles estampillées label rouge, un professionnel sûr de contrôler y aurait recours. Et pour finir, la pratique la plus dangereuse. Prenez un thon avarié, et bien certains, pour le remettre dans le circuit, n'hésite pas à lui injecter des additifs pourtant totalement interdits et surtout nocifs pour la santé. Ah ouais, ils font ça? Selon l'ONG Foodwatch, il y a 3 ans, plusieurs centaines de personnes en France ont été intoxiquées des suites d'une telle pratique. À surveiller de près donc. Vous rêvez de randonnée dans un canyon, d'escalade vertigineuse ou d'une simple promenade pour photographier de sublimes paysages ocres? Suivez-nous dans les gorges du Blavet. Ce cours d'eau éphémère serpente dans l'arrière-pays varois. Vincent Capu et Christophe Napoli, qui ne sont pas sujets au vertige, ont profité de chaque instant. C'est une coulée de verdure, sertie d'imposantes falaises rouges, sublimées par la lumière. Une curiosité géologique qui remonte à la nuit des temps, vestige d'un massif volcanique formé il y a 270 millions d'années. Fascinante gorge du Blavet pour celles et ceux qui s'y aventurent. Moi, parfois, j'ai l'impression que ça ressemble à l'Australie. Des petites gorges, des petits ruisseaux, à la nature, quoi. C'est grandiose. Grandiose et vertigineux. Le grand frisson, c'est ce que viennent chercher ces grimpeurs dans ce petit Colorado. 80 mètres d'ascension à la force des bras. La concentration est extrême pour dompter le vide. On pense absolument à rien d'autre. On est un peu dans notre bulle. À ce moment-là, en fait, on pense uniquement à la prise suivante, au mouvement suivant. Et c'est à peu près tout. On oublie un peu tous les soucis du quotidien. Et cette impression de vivre intensément en escaladant dans ce décor somptueux du Blavet. Au bout de l'effort, la récompense est là, sous leurs yeux. Check. Bravo, mec. Allez. C'est dément. Le vert, le rouge, le bleu. Il n'y a pas mieux. Ces gorges se découvrent aussi les pieds bien sur terre, en suivant le sentier qui longe le Blavet. Une curieuse rivière qui se tarit en période de sécheresse et renaît aux premières pluies. On appelle cela un oued. Les plus connus sont vraiment en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie. Donc quand on emploie le mot oued dans l'Estérel et dans le Var, c'est vrai que ça surprend, mais c'est bien le qualificatif juste qu'on doit employer. Ce site classé Natura 2000, notre guide l'arpente depuis plus de 20 ans. Elle en connaît toutes les richesses. De sa flore méditerranéenne qui commence à retrouver ses couleurs printanières, à sa faune qu'elle observe toute l'année. Elles y sont. Alors tout doucement, vous allez projeter vos yeux directs sur la rive en face. Sur un tronc d'arbre, au bord de l'eau, 3 tortues cistudes prennent un bain de soleil. Là devant vous, vous avez la seule tortue d'eau douce européenne. Elle est endémique de la zone méditerranéenne. Et il se trouve que dans le Var, on a la population la plus importante de France. Remonter les gorges du Blavet, c'est remonter le temps. Les archéologues ont retrouvé ici des traces de vie humaine, dans cette grotte notamment, qui servit d'abri à l'homme de Néandertal, il y a 150 000 ans. L'endroit est pratique, c'est protégé. On a vu sur ce qui se passe, on voit tout ce qui peut arriver et on a l'eau douce juste en dessous. Certains vont être émus en rentrant dans une église ou dans une cathédrale. Moi, je trouve que, voilà, on ne peut pas parler d'architecture, mais presque, enfin naturelle finalement. Et je trouve qu'on a cette même dimension qui impose le respect. Pour mieux comprendre la vie de nos lointains ancêtres nomades, de nouvelles fouilles archéologiques sont envisagées. Des marcheurs, justement, nous en avons croisé. Bonjour. Tous
enchantés par leur traversée de ce site naturel. Le paysage, il n'y a pas de bruit, le soleil, en plus on a la chance aujourd'hui, il y a du soleil. Donc la petite rivière qui passe en bas, c'est fabuleux à faire. C'est vraiment trop beau. C'est surprenant, c'est des paysages qui sont vraiment vierges en fait, et ça fait du bien de se ressourcer dans des coins comme ça en fait, où il n'y a quasiment personne pour l'instant parce qu'on est hors saison, donc c'est génial. Les gorges du Blavet sont une étape incontournable du GR 51, le sentier de grande randonnée qui traverse la région d'est en ouest, si bien nommé balcon de la Méditerranée. C'était un homme délicieux, d'une curiosité inlassable, une encyclopédie vivante du cinéma. C'était aussi l'un des plus grands réalisateurs français de ces 40 dernières années. Bertrand Tavernier est mort, il avait 79 ans. Il s'était frotté à tous les genres, le policier, le film de KPDP, le film de guerre et même le cinéma d'anticipation. Sophie de Vessières. Maman! Ah, tiens, ton petit frère s'est réveillé, là. Il a dirigé Philippe Noiret dans ses plus grands rôles. Un frère qui appelle sa sœur maman. A signé de grandes fresques historiques, comme Capitaine Conan. C'était très sauvage. Les gars, je leur ai appris à pas se faire tuer, à pas se faire baiser par le premier couillon venu dans ton genre. Ils ont déconné, tu le sais, ils doivent payer. Bertrand Tavernier, c'est aussi l'APA. Faux numéro. Putain, c'est vachement étroit, ces trucs-là. Ouais, c'est taille 4. Ou encore l'adaptation de bande dessinée, avec Quai d'Orsay. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. Impossible de ranger Bertrand Tavernier dans une seule case. Il était unique, c'est-à-dire que les gens qui sont des encyclopédies vivantes, non seulement du cinéma, mais de la musique, du jazz, de l'art en général, sont rares. Alors silence, s'il vous plaît, complet. Les débuts de Bertrand Tavernier se déroulent à Lyon, sa ville natale. L'Horloger de Saint-Paul, premier grand succès d'un réalisateur tout à fait débutant en 1974. Et mon fils, il le savait, ça? Je me souviens d'un producteur devant nous qui avait juste sous-pesé le scénario. Il avait dit c'est trop lourd, c'est trop lourd. Succès énorme. Philippe Noiret, mais aussi tous les grands acteurs lui diront oui ensuite. Foutez-moi le camp, volaille de merde. Ah, tu ne donnes jamais aux pauvres, toi. Ah non, il y en a trop. Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? Mais Bertrand Tavernier, c'est aussi un découvreur de talent. Bertrand, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui nous a fait confiance, même si on était très jeunes. Moi, j'ai eu 19 ans sur le tournage. C'était un vrai capitaine, quoi. Il a consacré ses dernières années à restaurer des films, déclarant jusqu'au bout sa flamme au 7e art. Avec l'épidémie de Covid, une autre maladie est passée presque au second plan dans l'esprit de certains en tout cas. Et pourtant, à ce jour, aucun vaccin n'a été trouvé contre le virus du sida. Des équipes dans le monde entier continuent les recherches. La 28e édition du SIDAction commence ce soir aux côtés de scientifiques éminents mobilisés pour cette cause. Line Renaud qui en a fait l'un des combats de sa vie. Mathieu Perrault et Sylvain Milenvoix. La crise sanitaire a mis en pause nos vies. C'est un message d'alerte au cœur de la campagne du SIDAction cette année. Nous avons dû reporter beaucoup d'événements. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, comme la lutte contre le sida. La crise sanitaire a causé une chute du dépistage du VIH et un risque de reprise de l'épidémie. De quoi inquiéter ces deux grands ambassadeurs du SIDAction. Nous les avons rencontrés il y a quelques mois, plus concernés que jamais par la lutte contre le sida. Oui, c'est le combat de ma vie. J'ai commencé il y a 36 ans maintenant. La recherche a progressé, bien sûr, mais il faut continuer. Cette année, il y a eu dans le monde 1 700 000 contaminés. On meurt encore et toujours du sida. C'est toujours là. Et vu les fragilités, en plus les nouvelles fragilités de maintenant, je crois qu'il faut d'autant plus faire attention. Il faut donc mobiliser. Cela tombe bien, le SIDAction sert à cela. Notre meilleure défense, c'est votre générosité. Alors là, tout de suite, faites un don. En appelant le 110 sur sidaction.org ou par SMS. Merci. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de notre nouvelle série Gloria. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Marie-Sophie Lacaro. À 19h45 pour l'édition spéciale et à 20h pour votre journal. Vous retrouverez Anne-Claire Coudray. Très bonne soirée à tous. À lundi.